On est prêt à acheter un iPhone 1300 francs qui vaut 10 balles ou je ne sais pas combien il vaut. Et par contre, je veux dire, pour ce qu'on met dans notre corps, ce qu'on mange, on pense caisse maladie, santé et tout ça, et ben aujourd'hui, on a plus de factures chez Swisscom que pour manger, quoi. J'ai dit, j'arrive, je veux dire, satisfaire ses chefs en qualité comme ça, bah, ça m'a donné confiance pour moi dans le futur. C'est très juste, hein. Les gens font hyper attention à des centimes sur une tomate, mais par contre, quand on parle de voyage ou d'électronique, là par contre, ou de sortir au resto, c'est pas du tout pareil. Ouais, j'ai été là-bas, première année, 500 000 francs de chiffre d'affaires, 100 000 balles de perte, quoi. Bon, ben, je tire. C'est 22 heures sur 24 par jour. Max, saison 3 de La Savane, en collaboration avec Mirabeau. On est extrêmement content de commencer ce partenariat avec eux. Pour plusieurs raisons qu'on va un peu voir maintenant, mais une d'entre elles était cet accès à des entrepreneurs incroyables, parce qu'ils nous ouvrent un réseau vraiment de personnes et on est vraiment impatients et excités de commencer ce partenariat. Ouais, on voit avec Mirabeau qu'ils ont vraiment ce qu'on appelle du skin in the game, mais c'est quelque chose qu'on admire. On le voit via deux choses qui sont inspirantes. La première, c'est que leurs partenaires investissent leur propre argent dans les mêmes opportunités d'investissement qu'ils proposent à leurs clients, et ça, c'est assez rare. Et on voit aussi qu'ils soutiennent vraiment l'écosystème entrepreneurial et start-up suisse via leur stratégie d'investissement. Et ils le font depuis un moment. C'est une boîte qui a 200 ans. Ça fait 200 ans qu'ils soutiennent des générations d'entrepreneurs. Et quand on a discuté avec eux, ce qu'on trouvait vraiment cool, justement, c'est cette vision long terme qu'ils ont d'accompagner et de développer le marché suisse. Et ce développement passe par soutenir l'écosystème, soutenir les fondateurs, soutenir les startups, la tech, etc. Et ça, c'est super excitant. Ouais, et on voit qu'ils sont vraiment impliqués au niveau personnel, dans leur stratégie d'investissement, et ils ouvrent vraiment cet accès à l'investissement dans les startups et la tech suisse, ce qu'on n'a pas vu vraiment ailleurs, ce qui fait que cet engagement et cette envie de vraiment soutenir cet écosystème-là, c'est ce qui en fait un si bon partenaire pour nous. Il y a le soutien des entrepreneurs, puis il y a aussi l'envie de pousser la Suisse comme un leader sur le marché de l'innovation en Europe. Et ça, justement, si on parle de tech, c'est extrêmement important parce qu'on doit se repositionner là-dessus et il y a vraiment une place à prendre et la Suisse est bien placée pour l'avoir. Et ils sont vraiment en train de pousser ça et c'est extrêmement intéressant pour nous, en tout cas, de travailler avec eux à ce niveau-là. Ouais, donc merci beaucoup à Mirabeau pour leur soutien pour cette saison et merci aussi à vous qui nous écoutez. C'est grâce à vous qu'on peut continuer cette belle aventure avec cette saison 3. On a beaucoup de chance de s'asseoir avec des entrepreneurs incroyables qui nous partagent un peu leur vie et leur parcours. Si vous aimez autant que nous passer ces moments avec eux, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker ces vidéos. Nous, ça nous aide énormément, donc merci beaucoup pour votre soutien. Dans cet épisode, on a la chance de s'asseoir avec David Lizzola de l'Aiguille Riviera, qui est une société dans les fruits et légumes qui travaille avec autant les producteurs qui produisent ces fruits et légumes, mais autant les restaurateurs, les chefs de restaurants 3 étoiles, ou bien les garderies, ou bien les hôpitaux, ou bien même dans certains cas des épiceries aussi, qu'ils ont aussi dans leur groupe. Tout l'écosystème en fait des fruits et légumes en Suisse, avec des produits locaux, des produits qui sont produits ici, mais aussi dans certains cas à l'international comme en France ou en Italie. Et David, il a donc fondé cette entreprise quand il avait 23 ans. Il a commencé d'abord seul dans sa camionnette à faire ses premières livraisons, à aller chez le producteur, récupérer les fruits et légumes et ensuite les livrer dans les différents endroits qu'il fallait livrer, pour aujourd'hui avoir un groupe de plusieurs entreprises, plusieurs centaines d'employés. Et donc un magnifique parcours que David nous explique durant cet échange. Et on a demandé à David aussi d'expliquer comment ça fonctionne avec un produit qui est périssable, comment ça fonctionne la différence entre les chefs et les hôpitaux par exemple. Et donc tout un tas de choses que David nous explique qui est passionnant, des choses qu'on a appris sur ce monde-là qu'on ne connaissait pas du tout. Et on espère que vous allez aussi en apprendre autant que nous dans cet épisode. Et aussi de la vie de David, de comment il en est arrivé là, aussi son parcours, ses échecs, ses réussites. Et c'est quelqu'un de vraiment fascinant qui a une très très belle histoire à raconter. Donc j'espère vraiment que vous allez apprécier cette conversation autant que nous. Bienvenue dans la savane. Et ben bienvenue David. Merci. Merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir de t'avoir. Merci à vous pour votre invitation. Plaisir d'être là. L'Aiguille Riviera, c'est plus de 3500 clients aujourd'hui. On a 2000 livraisons par jour. Des dizaines de livreurs, 300 collaborateurs, plusieurs entreprises, des camions, des plateformes, des épiceries, des laboratoires. Mais avant tout ça, tu as commencé seul dans ta camionnette. Et du coup, on se demandait, qu'est-ce qui reste de David dans la camionnette aujourd'hui dans David le CEO ? Je pense que toujours un peu la fraîcheur, l'envie d'entreprendre, une certaine, on va dire pas insouciance, mais plutôt la spontanéité. Toujours l'envie de faire les choses. Après, évidemment, vu au fait la grandeur de l'entreprise, j'ai appris de moi-même beaucoup, mais j'ai appris aussi grandir avec mon entreprise.
Je pense que c'est justement en commençant tout en bas que j'ai appris au fait aussi de chacun de mes collaborateurs ce qu'ils font, et puis peut-être mieux, on va dire, absorber, assumer, puis finalement grandir pas par pas, quoi. Ouais. On va revenir après sur ton parcours, justement, Ouais. qui est hyper intéressant et commencer, comme tu dis, en bas, puis d'arriver là où tu en es aujourd'hui. Mais d'abord, peut-être comprendre un petit peu pour ceux qui nous écoutent ce que c'est l'Aiguille Riviera. Donc, vous faites de la livraison de fruits et légumes. Mais quand on creuse, on voit vraiment ce groupe très humain, très proche des chefs, restaurants, des institutions, des hôpitaux, etc. Comment est-ce que toi, tu définis l'Aiguille Riviera aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense que justement, par rapport, je dirais, à la Suisse, qui a aussi une configuration qui est presque unique au monde, avec deux grands acteurs Orange qui détiennent plus de 80% du marché dans l'alimentaire. Il faut juste voir, donc, au fait, aujourd'hui, soit pour exister, soit il y a du prix et du volume, soit tu es plutôt dans la qualité, dans le service, dans tout ce qui est la valeur ajoutée. Et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui, c'est aussi ce qui est super motivant, c'est de voilà, vendre des tomates du Maroc, on va dire, à un prix, tu n'as pas besoin d'un acheteur, tu as besoin plutôt d'un comptable. Et que nous, au fait, on a dû cultiver autant la relation avec nos clients, mais surtout, avant tout, avec notre sourcing, avec les producteurs, pour justement être un peu hors de ces filières, pour aussi amener une autre alternative, ce que je veux dire, en étant un des plus grands, le grand des petits, on va dire. C'est que là-dessus, voilà, nous, aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les gens, on n'est pas l'un contre l'autre avec les grosses structures qui sont existantes, soit les Transgourmet, soit des choses comme ça. Au contraire, nous, on est complémentaires, on offre une autre alternative. Mais pour être différent, on a dû, au fait, aussi développer des relations autant avec les producteurs qu'avec nos clients, c'est-à-dire trouver le petit producteur, aussi, voilà, avoir une relation presque de confiance avec ces gens. J'aime mis ce côté un peu entre le lien, la terre et l'assiette. C'est qu'en fait, c'est des gens passionnés, mais des fois, entre deux, qui se comprennent pas. Et puis l'important, c'est nous faire ce lien avec ces deux mondes-là, qu'à la fin, c'est des gens passionnés. C'est comment un produit à la base qui est dans un champ, et puis comment un chef, finalement, le valorise. Et puis entre nous, c'est à nous de trouver où tous ces produits-là, les réunir ensemble, regarder avec la saisonnalité, tout ça, pour essayer d'amener le meilleur produit au meilleur moment, finalement, à celui qui va le travailler, quoi. Mais c'est quand même un groupe assez complexe. Là, tu parles, on va simplifier, mais de la partie distribution. Mais derrière, il y a les épiceries, on parlait des labos, etc. Comment est-ce que, si tu dois expliquer de manière simple, j'imagine que c'est pas simple de le faire, le groupe aujourd'hui, c'est structuré comment ? Il y a la partie, bien évidemment, on va dire traditionnelle, entre guillemets, de la distribution. C'est quoi les autres axes avec les épiceries et autres ? Oui, alors si tu veux, justement, parce que puisqu'on a évolué, puis après il y a des choses, voilà, des coups de cœur, des envies de faire d'autres choses, un peu tout quand même qui reste un peu lié avec l'activité de base. Ça veut dire quand même de l'alimentaire, du fruits et légumes. Donc voilà, nous, il y a principalement, le gros, c'est voilà, tout ce qui est livraison de fruits et légumes à toute l'hôtellerie, la restauration, les collectivités, les garderies, les cliniques. Aussi une partie de la grande distribution, comme par exemple Manor ou des choses comme ça. Puis après aussi, il y a ceux qui revendent aussi. Aussi, à Genève, on a le marché en gros. Donc les gens achètent chez nous, après ils vont revendre au Halles de Rive ou d'autres marchés dans toute la Suisse romande. Il y en a même des plus petits qui achètent, on appelle ça comme un mini Rungis, comme ils appellent ça en France, des mines, c'est des marchés internationaux. C'est-à-dire que beaucoup de gens, ils vont le matin là, ici, puis après ils vont redistribuer les produits dans les régions autres, ça peut être en Valais ou à Fribourg, etc. Donc ça, c'est la partie avec toute cette activité-là. Puis après, je me suis dit, voilà, faut faire aussi des boutiques. Et aussi, nous, ça fait une façon aussi d'être un peu, je dirais, comme un laboratoire ou d'un côté d'un showroom, mais aussi d'un laboratoire pour aussi, nous, avoir un contact avec le consommateur final. Et puis, c'est une tendance. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus, nous, de transformer, c'est-à-dire des fresh balls, des pokéballs. On transforme les fruits et légumes. Et puis après, les gens, voilà, on peut aller chez Manora on revend ces produits. Puis les gens se disent, voilà, finalement, qu'est-ce qui marche ? Quel est le consommateur final ? Quelles sont les tendances ? Pour aussi proposer à nos clients qu'eux, après, ils revendent. Qu'ils se du retail et tout ça, etc. Et puis après, on fait aussi des produits épicuriens. On fait des produits qu'on développe avec des chefs de cuisine. Ça peut être un foie gras, ça peut être une huile d'olive. Enfin, on a plein de choses comme ça. Donc finalement, c'est un peu... c'est pas une volonté, je veux dire, d'avoir des boutiques partout. C'est un autre métier, entre le B2B et puis le B2C. Et puis des fois, quand c'est les gens du B2B, on ne sait pas parler aux gens du B2C.
Et on a très bien vu, donc ce ne sont pas les mêmes équipes qui parlent, parce que attends, une courgette, un oignon, ouais, bon, attends, moi, j'ai pas une palette, quoi. Enfin, toi, tu n'as pas la même approche, la même tendance, mais ça nous permet justement d'amener aussi un meilleur conseil à nos clients, que eux, ils ont le consommateur final, parce que nous aussi, on a un retour direct avec nos boutiques. Et on se posait la question justement de la vie du produit, c'est-à-dire que tu parlais du fait que c'est un produit qui pousse dans la terre, alors ça c'est la base. Après j'imagine qu'il faut aller le récupérer, ce produit-là, il faut l'emmener d'un point A à un point B, ça doit être différent des restaurateurs, peut-être des institutions. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots, c'est quoi la vie du produit, de la terre jusqu'à l'assiette ou jusqu'au moment où la personne elle l'achète en surface? Voilà, c'est clair que nous, c'est tous les jours, c'est un métier qui est vraiment à flux tendu, puis c'est une denrée périssable. Donc nous, on va dire, tous les matins, tous les acheteurs chez nous, ils sont en contact avec des producteurs à Cavaillon, à Perpignan, et bien tous nos producteurs suisses qu'on a. Puis après, en Suisse, il y a des bananes, des ananas. Et puis au fait, la Suisse, il y a une loi, c'est la protection de la production indigène. Donc on prend obligatoirement que la production, elle couvre la consommation nationale. C'est obligé de prendre en Suisse. Les frontières se ferment. Puis après, quand ça baisse un peu les quantités, en fait, qu'on appelle ça, c'est des contingents. Puis c'est l'Office fédéral de l'agriculture, au fait, qui dit, il y a 500 tonnes de libérées. Alors, 495 tonnes à Coppet Migros, puis 2 caisses à Lague Riviera. Je rigole. Et donc, puis voilà, à peu près, ça marche comme ça. Mais après, nous, on va dire, nos camions, tout ce qui est Europe, tout ce qui est Suisse, évidemment, c'est chargé le matin. Alors, tous les producteurs suisses, on attend qu'ils coupent le matin, que ce soit les salades, les asperges. Et puis ensuite, ça vient chez nous. Et puis ensuite, depuis chez nous, ça remet en distribution avec des tournées. Puis ça reva chez le client, le restaurateur, notre client, quoi. Et puis... Donc tous les matins, vous passez avec votre camion chez le producteur et qui vous livre cette marchandise. marchandise. Soit il nous livre, mais que ce soit aussi la France, à 6 h du matin, puis le soir, c'est chez nous. Ok. Ça fait 8 heures de temps entre transport par camion. Après, il y a tout ce qui est aussi bateau et tout ça, si c'est de l'Amérique du Sud. Ça passe par d'autres ports avec beaucoup Rotterdam, Anvers, tout ce qui est exotique. Après, par contre, nous, on fait en direct. On fait la France, l'Italie, l'Espagne, la Hollande, le Maroc. Après, il y a aussi tout ce qui est l'Asie. Alors là, on passe aussi par des hubs, on va dire, ou des gens comme ça là-dessus. Mais généralement, je veux dire, la durée, le temps qu'il est coupé, ce qu'on fait en Europe et qu'il arrive dans l'assiette, c'est 24 heures, voire 36 heures. Ça dépend de nouveau si c'est une salade ou si c'est un agrume ou une orange. La durée de vie, elle est différente par rapport à la fragilité du produit, ou si c'est des fraises, ou de nouveau, est-ce que c'est des noix de coco, quoi. Et puis, voilà, donc ça nous perd. Enfin, nous, des fois, on a acheté la marchandise, elle est déjà vendue, mais on repart chez nous, quoi. Et c'est ça, vraiment, avoir une relation de confiance avec des cahiers des charges avec les producteurs. Et puis, c'est un bon exemple, parce que je crois qu'il fait assez chaud aujourd'hui. Et là, les gens ne se réalisent pas, c'est les chocs thermiques. Parce qu'aujourd'hui, même le matin, quand vous coupez une salade, que ce soit même à la plaine du Rhône, à Neuville, ou que ça peut être dans notre campagne suisse, voire à Cavaillon, il fait des fois 23, 22 degrés le matin à 5, 6 heures du matin. Et puis par contre, ça rentre dans un camion où il fait 4 degrés, si ça vous parle, machin. Donc il y a des chocs thermiques qui peuvent vraiment altérer la qualité du produit. Donc voilà, c'est toute cette chaîne du froid, ce maintien de la chaîne du froid qui est hyper important. Je ne sais pas, tu fais ça une fraise avec des chocs thermiques comme ça, la fraise, elle ne tient pas le coup, quoi. Donc au fait, voilà, c'est bien qu'il fasse chaud, mais quand il fait chaud comme ça, même déjà la nuit et le matin, donc ça pose un problème en termes de qualité, parce que le produit, il n'aime pas les chocs thermiques. Et là, on parle toujours avec des producteurs aussi pleine terre. Après, en Hollande, ils n'ont pas beaucoup de soleil, mais ils ont beaucoup d'idées, quoi. C'est comme les tulipes, quoi. Il y a beaucoup de serres, quoi. Okay. Alors ça, les serres, elles sont toutes tempérées, enfin c'est autre chose. Mais heureusement, il y a encore beaucoup de producteurs qui font de la pleine terre. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens comprennent de ton métier, ou plutôt qu'est-ce que tu as l'impression qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui sur ce que vous faites, sur l'importance de ce que vous faites, de la manière dont vous le faites, etc. Les gens, les gens ils se rendent compte. Alors je pense pas, on a un maillon d'une chaîne.
puis que des fois, il n'y aura pas des fruits et légumes, finalement, ça nourrit les gens, ça nourrit la planète. Les gens, un peu ce qu'ils oublient, c'est qu'on livre environ 2000 établissements par jour en 4h30 de temps. Parce que le fruits et légumes, le chef de cuisine, c'est la première chose qu'il veut, surtout s'il doit le travailler. Aujourd'hui, on peut te livrer des filets de bœuf, tu vas, tu le reçois, tu le fais. Mais le problème de fruits et légumes, c'est que souvent, il y a beaucoup de travail. Alors, suivant les clients, aujourd'hui, de plus en plus, il y a on coupe, on pèle, nous, en amont. Mais donc, voilà, c'est la première chose qu'on veut. Donc, ça peut être à 5h du matin, ça peut être les hôpitaux, les cliniques, les boulangeries. Puis après, on passe à la restauration d'entreprise. Après, on passe peut-être les garderies, les marchés. Jusqu'à 8-9 heures, l'hôtellerie, la restauration, le RECA. Donc voilà, ça demande une logistique impressionnante. Puis on fait autant à Hackstatt 3000, on va dire Glacier 3000 au Diableret, puis autant à Genève qu'au Brassus, que ça peut être ailleurs. Donc avec complètement de la saisonnalité. Donc c'est quand même un énorme challenge. Et puis on maintient une chaîne du froid. Après, s'il y a un message à passer, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, en fait, on fait une photo avec le producteur sur Instagram, il est super sympa, puis l'acte d'achat, on va acheter des fraises du Maroc pour garder un prix, mais c'est la vie. Et puis, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, les gens, alors je dis pas, c'est prêcher seulement par paroisse, mais que d'un autre côté, c'est qu'on est prêt à acheter un iPhone 1300 francs qui vaut 10 balles, ou je ne sais pas combien il vaut, mais par contre, je veux dire, pour ce qu'on met dans notre corps, ce qu'on mange, on pense caisse maladie, santé et tout ça, et aujourd'hui, on a plus de factures chez Swisscom que pour manger, quoi. Et puis les gens s'achètent encore l'application comment bien manger, etc. Par contre, ils vont regarder encore, c'est à 50 centimes le menu du jour chez le restaurateur ou 2 francs. Donc il y a un peu un antagonisme là-dessus, c'est que, voilà, il y a beaucoup de communication, c'est bien. Alors il y a une tendance aussi avec toutes ces émissions Top Chef, le bien manger, mais entre ça et l'acte d'achat et où les gens finalement mettent des moyens, puis comment tu voudrais valoriser toute une chaîne. Donc, en fait, voilà, ça, il y a encore du boulot. Pas de problème d'aller boire un thé matcha à 18 francs derrière de Genève. Mais par contre, le pauvre mec qui type ses oignons, on ne va pas lui payer 2 balles, quoi. Ouais. Tu disais que tu vois une légère différence, mais c'est plus... tu le vois réellement dans les chiffres ou c'est plus un sentiment que ça commence à changer parce que, voilà, on en parle plus et autres? Ou est-ce que toi, tu vois vraiment que ça va dans cette direction? Des fois, on a l'impression que oui, mais en fait... c'est un peu bullshit et on ne le voit pas dans la réalité et dans les chiffres, tu vois. Non, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. Une prise de conscience, puis il y a quand même des gens, évidemment, bien sûr, mais après, j'ai l'impression qu'évidemment, mais c'est un peu tout ce qu'on voit, malheureusement, il y a une séparation entre... voilà, quoi, il y a des gens, on va dire, est-ce qu'ils ont les moyens ou pas? C'est plutôt, au fait, quelles sont les priorités. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on va dire, ouais, mais bon, parce qu'il y a, entre guillemets, ceux qui ont plus les moyens... La classe élevée, eux, ils peuvent acheter, bien manger, et puis les autres, ils doivent manger quoi, je sais pas, du tricatel, je sais pas. Mais, non, c'est pas vrai, je pense. Moi, je veux dire, qui vient d'une famille très bien, classe moyenne, qui avait mon papa qui travaillait, on était 3 enfants, mais je veux dire, même en gagnant à l'époque quand même un salaire normal, moyen, et je veux dire, il y avait quand même une priorité, que vous êtes 20% du ménage, c'était aussi pour manger, etc. Alors évidemment, ça, les gens ne veulent pas. Par contre, ils vous prennent 4 fois EasyJet pour manger des tapas à Barcelone et puis y revenir. Et en fait, c'est pas la popularité, c'est un constat, c'est un fait. Et puis, en fait, les priorités ont changé. Donc, moi, j'aime pas dire oui, non, parce que finalement, c'est avoir les moyens de se payer de la qualité. Non, tu n'as pas besoin de manger de la viande tous les jours, mais tu peux en manger 2 fois par semaine, puis quelque chose de qualitatif qui est bien. Alors, c'est juste pas un choix, quoi, là-dessus. Mais évidemment, il y a cette tendance-là que les gens, et de nouveau, ça n'a rien à voir par le budget familial, qu'il y a une sensibilité plus de produits, etc. Donc, c'est sûr, mais ça reste, je ne dis pas anecdotique, il y a une tendance, mais ça reste encore peu. C'est encore pas... Ouais, ça va dans cette direction, mais voilà. On espère que ça avance. Si les autres, ils mettent des actions de fraises du Maroc, machin, c'est pas pour machin que ça se vend, quoi. Ah ouais, non, c'est sûr. Et je pense que j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais pour aller dans le sens de ce que tu dis, il y a encore une fois, les chiffres sont faux, mais il y a une 50aine d'années, je crois que justement ce que tu achetais pour faire tes courses, etc., c'était 30 à 40% de ton ménage, et aujourd'hui, on est entre 5 et 10, quoi. Exactement. Ça a vraiment énormément changé, et les gens...
Et c'est très juste, hein, les gens font hyper attention à des centimes sur une tomate, mais par contre, quand on parle de voyage ou d'électronique, là par contre, ou de sortir au resto, c'est pas du tout pareil. Je pense que les gens ont aussi oublié de cuisiner, il y a un peu de ça. Complètement. Donc ça, c'est un peu les tendances, mais sur le prix, il y a vraiment un sujet. Et d'ailleurs, ça m'amène aussi à une question sur le prix, parce que tu disais que c'était un marché où les marges sont assez basses, où les volumes sont assez élevés. Et que c'est à flux tendu et que c'est très aussi complexe pour vous de gérer ça. Comment est-ce que économiquement, justement, vous vous assurez toujours que ce soit des bons prix, que vous réussissiez aussi à ce que ça marche bien avec les producteurs, avec les restaurateurs? J'imagine qu'il doit y avoir pas mal de discussions là-dessus. Et aussi, comment est-ce que vous gagnez cette bataille-là, peut-être face à la concurrence et puis aux grands géants Orange, pour ne pas les citer. Voilà, après, on ne fait pas le métier des Orange, évidemment, c'est plutôt Copac. Oui, ouais, bien sûr. Mais c'est raison, là, ce que tu dis. Bah, justement, en fait, après, oui, il y a des discussions, il y a le prix, puis finalement, bah, c'est qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi nous ou un autre. Bah, après, c'est aussi la volonté au fait de l'établissement, de ce qu'il veut faire. Après, nous, là-dessus, il y a une partie, il y a le produit, on va dire, le produit, la provenance, la qualité et tout ça. Bon, ça, c'est déjà, c'est un prix, une discussion. Après, il y a le service qui va avec. C'est ce qu'on vient 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Est-ce qu'on va regarder la maturité des produits? Est-ce qu'il y a tout un travail derrière, avec un accompagnement qui est différent? On lui met un service, on va dire, 5 étoiles. Et puis donc ça aussi, ça va tenir compte aussi, ce que veut le client, puis le package global, et puis évidemment les coûts qu'ils font là-dessus. Après, nous, justement, on n'a pas une réputation typiquement d'être les meilleurs marchés, mais aussi d'un autre côté, nous, on valorise toute la chaîne. On travaille avec nos producteurs, on aimerait qu'ils soient payés correctement, on paye nos producteurs plus que la moyenne. On essaie, parce qu'aussi, on veut retenir cette relation. Pourquoi ils travaillent pour nous aussi? C'est parce que justement, si la personne, on lui prend une partie de sa production, c'est qu'aujourd'hui, lui, le partenariat, c'est que c'est pas un rapport de force, parce que si l'autre, il est mort, au bout d'un moment, il est plus là. Donc, c'est vraiment de cultiver cette relation, et puis ça, on l'amène, c'est de l'expliquer, au fait, de dire le pourquoi. Évidemment, il y a des gens qui le sont sensibles ou moins, pourquoi je vais payer ça, puis après, ça dépend, en fait, aussi à la catégorie de clients avec qui tu t'adresses. Si aujourd'hui, je veux dire, sans parler que ce soit un palace, ou ce soit ça peut être la Casa d'Alain, 3 étoiles Michelin, 2 étoiles Michelin, ou une clinique, on va dire, privée et tout ça, qui vont se dire, c'est important. Pour nous, c'est aussi une référence, la qualité. Et puis, est-ce que maintenant, aussi, des garderies scolaires, si on donne 2,50 francs pour que les enfants y mangent, là-dessus, il y a complètement un prix qui est défini. Et puis là-dessus, il y a des budgets. Et puis là-dessus, ça va être au prix. Tu peux faire de la qualité. Après, c'est la gestion, en fait, du cuisinier qui va dire, attends, pour faire bon, ce jour-là, je ne mets pas ça. Après, je vais faire un petit truc là-dessus. Après, c'est ces discussions-là. Donc, nous aussi, on a des segments de produits qui sont différents. Évidemment, la tomate, peut-être la 3 étoiles, ne va pas être la même tomate. C'est en termes de choses que vous donnez au 1 an et demi. J'espère bien que ce n'est pas la même. J'espère bien. Moi, si ma fille, elle mangeait des tomates 3 étoiles, je serais content. Ouais, après, c'est pas le même prix. Où, quoi, comment, le prix, le calibre et tout ça, etc. Donc, c'est pas la même chose. L'important, ce que nous, c'est qu'on veut à tout prix un cahier des charges avec nos producteurs. On veut de la production raisonnée. Tu sais, maintenant, on passe tout de l'extrême à l'autre, quoi. Avant, on a Rosal, les traitements, on va en Espagne, à Huelva, puis maintenant, il faut faire quoi? Il faut prendre un vélo électrique, faire caca dans son jardin, puis faire pousser les fruits et légumes, puis un chapeau de paille, puis livrer. Non, mais ça, c'est pas possible. C'est bien pour dire quelque chose, quoi. Mais on peut faire quelque chose qui est économiquement viable, et puis quelque chose où les gens sont de plus en plus attentifs aussi avec les traitements et tout ça, etc., pour faire quelque chose qui est raisonné. Et puis ça, c'est aussi important. Après, c'est de le communiquer, de le faire savoir. Il y a beaucoup, ça passe dans l'éducation, quoi. On va dire après, un prix, c'est un prix. Mais si le produit, il n'est pas bien, puis tu as mis la moitié de la perte, c'est du déchet. Tu vois, on voit les assiettes aussi. Maintenant, ils se battent beaucoup avec les restaurateurs, beaucoup d'entreprises et tout ça. Là-dessus, c'est aussi, les gens veulent des assiettes, mais ils ne mangent pas, ils mangent 2/3, puis ce qu'ils jettent. Alors tu dis, attends, merde. Mieux vaut dire, putain, on regarde ce qu'ils mangent, machin, qu'ils aient bien assez, puis avec ça,
eh ben, on peut acheter mieux, on peut acheter meilleur, et puis comme ça, puis tout est gagnant. Donc il y a plein au fait, de leviers avec lesquels tu peux travailler. Ben, finalement, combien de déchets? Ben, il y a on va dire des poubelles intelligentes. Tous les gens, après leur repas, que ce soit, je sais pas, chez Rolex, Écouter de Lausanne ou machin, eh ben, ils jettent, puis comme ça, ils voient exactement ce qu'il y a acheté, puis ils disent, attends, de toute façon, c'est jeté, on diminue les portions. Il ne faut pas niveler par le bas, mais ça nous permet, putain, de toute façon, avec le même budget, peut-être d'acheter mieux, valoriser mieux la chaîne, ou voilà, faire plus plaisir. Bon, aujourd'hui, on va faire ça. Donc, il y a un travail aussi là, en amont, en aval, etc., à faire. Et je pense que ça passe beaucoup dans l'éducation. Pardon, par curiosité, avant, tu as mentionné le cahier des charges avec les fournisseurs. Comment ça fonctionne le choix d'un fournisseur aujourd'hui? Déjà, est-ce que vous avez une veille? Tu parlais des petits producteurs, etc. Est-ce que vous avez toujours cherché, vous êtes toujours à la recherche un peu de ces nouvelles personnes, on va dire, ou les choses que vous ne connaissez pas encore, de un, et de deux, ensuite, comment vous les sélectionnez? Justement, il y a un cahier des charges, ils doivent produire d'une certaine manière pour rentrer chez vous, pour que vous puissiez travailler ensemble, par exemple? Oui, vraiment, je mettrais les producteurs en Suisse. Ça, c'est vraiment, c'est notre terroir et tout ça. Là, je ne sais pas, c'est peut-être 300 fournisseurs ou producteurs. On en a peut-être 100 à l'étranger, mais 200 en Suisse. Parce que là, on travaille beaucoup avec des plus petites structures. Et puis, il y a justement des recherches. Et vraiment, il y a aussi une évolution dans le monde aussi agricole en Suisse. C'est-à-dire que, oui, il y en a peut-être 4 générations. Ils ont fait des carottes pour la Migros-Écope. Puis, on a dit, t'es assez pour survivre, mais pas trop pour t'enfuir. Et là, il y en a qui ont dit, les jeunes générations, ils disent, attends, maintenant, c'est plus la quantité, c'est la qualité, qu'on va aussi cultiver d'autres choses. Il y a une jeune génération qui est bien. Et puis, au fait, là-dessus, nous, on les accompagne. C'est à nous aussi de consolider cette filière que nous, notre propre réseau, pour donner une vraie alternative aussi par rapport à ces grands. Mais on doit être assez compétitif, pour être quand même assez fort pour être compétitif sur le marché. Parce qu'à la fin, faut quand même y a un rapport qualité-prix puis que tu ne peux pas dépasser. Mais là, nous, on crée vraiment une relation particulière. Parce qu'aussi, ces gens-là, ils sont attachés à qui ça va être fini, à qui le produit va faire. Après, il y a des petits producteurs en France, dans les agrumes, des choses spécifiques en Italie et tout ça, etc. Donc là, il y a une relation. C'est pourquoi eux, c'est des caractères, les producteurs. Donc aussi, tu dois créer ta relation de confiance aussi avec eux, puis avec qui tu vas valoriser le produit. Or, c'est toujours nous, parce que moi, quand j'ai commencé... de toute façon, je n'ai pas les moyens de faire des prix puisque j'étais tout petit. Donc, j'étais tout de suite dire, je fais du service, de la qualité, de choisir le produit pour ça. Donc, j'ai plutôt commenté avec le haut de gamme, avec la gastronomie. Mais ce qui m'a permis, c'est eux qui nous challenge tous les jours. Quand tu as un Franck Giovannini, quand tu as plein d'autres chefs de cuisine étoilés qui te challenge et puis qui te disent, voilà, j'ai vu ça, je recherche ça. Donc, nous, on adore, on va aller trouver ça, on crée une relation. On est passé à un moment donné, il y avait toujours les asperges de Cavaillon, tout ça qui sont excellentes, mais plus en plus, on a développé, même avec les étoilés Michelin, les asperges du Valais. Donc, c'est aussi le producteur du Valais d'aller puis dire voilà, l'asperge, maintenant aussi, un étoilé, il veut ça, le calibre, tout ça. Puis on monte en qualité. Et puis c'est tout ça que. C'est ce travail-là, mais aussi c'est ce qui est motivant. Enfin, tu te lèves le matin, c'est ce qui te fait vivre aussi, cette relation-là. Je t'ai dit, voilà, pour finir, c'est de faire des bateaux de tomates le long de Maroc. Super. Tu dois en faire aussi un peu, mais là, t'as pas. Nous, ça est devenu des gens, des spécialistes, nos acheteurs. C'est pas les comptables. Et puis, ça crée une relation qui sont importantes. Puis, c'est ça d'avoir aussi cette qualité de produit que le chef reçoit des techniques qui nous challenge. Après que, dès qu'on a trouvé le producteur, on peut le mettre aussi au service des autres clients. Parce qu'on, voilà, peut-être il n'a pas besoin de la tomate calibrée comme ça, etc., qu'à ce prix-là. Mais par contre, c'est la même qualité, c'est le même terrain. Mais voilà. C'est pas le même, on va dire, on peut trouver, puis après décliner ça sur d'autres clients qui profitent de la même qualité du producteur. Et moi, plus en plus, j'ai dit, je fais du top qualité, du service, et puis ça m'a toujours gardé au fait. On est spécialisé là-dessus, mais c'est ce qui nous challenge tous les jours, qui nous remet en question. Qu'on ne s'endort pas là-dessus, avec les tendances, les nouveautés. On voit toute l'architecture aromatique, avec les chisos, les choses comme ça, maintenant, qui vient. Donc voilà, c'est aussi ça qui fait notre différence, qu'avec nous, on peut tout trouver, presque tout. C'est hyper intéressant. Une question que je suis obligé de te poser du coup. Comment tu choisis tes fruits et légumes, toi?
T'as des tips à nous filer quand je vais choisir mes fruits et légumes? Est-ce que genre il y a la technique la plus les cordonniers sont les plus ouais, c'est ça, c'est ce que on connaît. Ouais. C'est pour ça qu'on a pris nos plus beaux fruits. non, bah écoute, après, bah oui, bah après. Non, je sais pas, il y a pas c'est quoi le melon, tu sais, il y a la technique pour le melon. Après, il y a chaque fruit et légumes qui ont un peu leur. Bah là, on a un melon, nous, ça s'appelle le Puy d'Amour et tout ça, qui vient de Cavaillon. Bah, c'est pour nous un des meilleurs melons. Après, moi, bah, c'est. Bah voilà, je suis dedans tous les jours et puis j'espère que. Enfin, j'essaie aussi d'éduquer justement mais c'est ça, il faudrait mes enfants à prendre le. Mais c'est ça, choisir le bon, etc. Moi, Alors, ouais, choisir, après, ça dépend ce que tu dois choisir, mais effectivement, entre la maturité, le melon, on disait toujours c'est la queue du melon, par exemple. Tu l'as tournée pour voir si elle. Ah, ça, je connaissais pas. Voilà. C'est quoi, tourner pour. Attends. Tu sais, ouais, t'as la petite queue derrière. Ouais. Bah, si tu la tournes puis tu arrives à l'arracher, ça veut dire qu'il a la bonne maturité, quoi. Tu vois, on a appris quelque chose. Maintenant, je sais choisir mes melons. Quand tu vas au marché, par exemple, et que tu vois des fruits et légumes, est-ce que tu arrives assez facilement, selon le fruit, selon la provenance, même instinctivement, à savoir si c'est qualitatif ou pas? Tu as aujourd'hui cet instinct, cette expérience? Ouais, bah après 25 ans, parce qu'en plus, toi, là, bah oui, au fait, tu l'as tous les jours, à force de les prendre, de les voir, c'est clair que. M'écouter, mais. Mes collaborateurs, ils me voient moins en moins dans les frigos avec les fruits et légumes. Mais effectivement, bah, c'est quelque chose qu'au début, bah, que tu vois, tu sens, tu vois les provenances, tu vois les produits. Donc, tu as vite l'œil pour voir, au fait, comment, d'où ça vient. Et puis, voilà. Et en termes de, justement, dans cette production, la qualité du produit, donc tu parlais des différentes régions, j'imagine tu as parlé aussi de la différence entre ce qui est en pleine terre et ce qui est fait dans des serres, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui déterminent aussi la qualité? J'imagine la météo, par exemple, la température, le soleil. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que, par exemple, tu parlais de l'Italie, on connaît les olives ou les citrons italiens, par exemple. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui fait que c'est si bien dans ces régions-là? Oui, après, il y a des terroirs, toi, je veux dire, des terroirs un peu comme le vin, toi, je veux dire, comme le raisin, des terroirs qui sont faits, qui sont peut-être des fois plus calcaires. Il y a des expositions aussi qui sont différentes, mais évidemment aussi est-ce que c'est en tunnel, est-ce que c'est sous le soleil comme ça agrandi. Mais oui, la météo, typiquement on voit quand même qu'il y a un changement climatique depuis quelques années, et puis aujourd'hui sur un même produit du même saison, si tu veux, on a beaucoup plus de provenance. Ouais. Parce que du coup il y a 37 degrés dans ce pays à ce moment-là, donc ça grêle d'un autre côté, donc il y a des pluies qui inondent. Donc avant, franchement, pour une saisonnalité d'un produit, on va dire, je sais pas, la courgette, on avait évidemment peut-être au début, ça remonte. Hein, si tu parles au Maroc, Espagne, Italie, France, Suisse, c'est souvent ça passe comme ça, vu la saison et puis la météo. Mais qu'aujourd'hui, peut-être, on a 5-6 provenances en même temps parce qu'au fait, il y a beaucoup plus d'intempéries, il y a beaucoup plus... je veux dire, voilà, la météo est beaucoup plus instable et c'est une réalité et on le ressent. Donc, c'est de pouvoir... voilà. Mais après, au niveau de la qualité, je pense que voilà, il y a des faux combats à faire avec le local. Est-ce que c'est mieux une belle tomate d'Italie cultivée en pleine terre au soleil ou une tomate sous serre d'Yverdon? Ouais. Ouais. Difficile à dire. C'est complètement mieux celle d'Italie. Moi, je trouve aussi. Mais évidemment, certains diront local avant tout, tu vois. Je pense que ça va dépendre. Moi, le local, je trouve que c'est top, le premier, mais ça doit être local, mais pas au détriment de la qualité. Non. Et je veux dire, par contre, une asperge verte du Pérou, c'est une connerie absolue. Non, mais je veux dire, ça n'amène aucune valeur ajoutée. Déjà, écologiquement, gustativement, en fait, ça n'apporte rien. Ouais. Donc ça, voilà, t'as pas besoin de manger les asperges du Pérou, mais tout le monde en mange parce que c'est 10 fois moins cher quand il y a celle de Cavaillon du pays, et puis ils en mangent à plein, puis quand il y a la période des asperges ici, ils en mangent plus. Enfin voilà, mais ça vaut prendre. Mais par contre, moi je pense que, la Suisse en priorité, où c'est qualitatif, faut prendre là. Après, il y a des produits, typiquement, on voit... comme l'Italie pour certains produits, comme la France, je pense que la France et l'Italie, et en priorité la Suisse, moi, je trouve que déjà, les deux pays, je pense, les meilleurs producteurs au monde, on voit en termes de diversité, de qualité et de terroir, c'est l'Italie et la France. Toi, je veux dire, tu vas presque près de l'Autriche, du sud du Tyrol jusqu'en Sicile, donc tu vas presque des pommes et des poires jusqu'aux agrumes, que la France, presque en Bretagne, avec des artichauts, avec plein de choses, ils ont dit, jusqu'à la région Nice, Perpignan, Cavaillon, enfin, tu as un terroir, et puis tu as encore des petites structures de producteurs
qui travaillent bien, qui font de la qualité, qui correspond à nous qui sont plus petits que les gros players, les retailers, on va dire, que ce soit tous les supermarchés là-dessus. Et là, je pense qu'entre ces 3 pays, en priorité la Suisse, tu couvres 95% de tes besoins. Et largement, et bien, et qualitativement. Oui, après, il faut voir. Moi, voilà, je dis, il ne faut pas être dogmatique. Il faut faire intelligent. Oui, un ananas, une banane, une belle mangue, je sais pas, un avocat, oui, ça vient plus loin. Pas de Yverdon. Pas d'Yverdon. Peut-être un jour. Peut-être un jour, on n'est pas à l'abri. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, il en faut. C'est la façon dont tu le manges. Il y a une période là-dessus. Mais juste ça, si on prendrait ça, puis on prendrait pas des asperges du Pérou, et puis juste parce que tu dis, au niveau pour le prix, je peux te dire qu'on parle d'écologie, de carbone, de machin, etc. Juste les gens, s'ils se nourrissaient comme il faut, respectant un peu les saisons, je peux dire que tu vas déjà un bon bout dans la plage, parce que tu n'imagines pas, entre le fret aérien et maritime, que c'est pour nourrir la planète, je peux dire, c'est rien le truc EasyJet à Barcelone. Je veux dire, c'est énorme ce que ça prend et ça consomme. Ouais. Mais c'est de l'éducation des gens. Qu'est-ce qui a changé le plus ces 20 dernières années dans ton business aujourd'hui? C'est la météo, tu en as parlé potentiellement, ça a beaucoup changé, j'imagine aussi, il y a eu un impact. La technologie, les outils que vous utilisez, le fait que tu peux avoir des fournisseurs partout dans le monde. C'est quoi un peu ce que tu as vu, toi parce que comme on disait, ça fait quand même longtemps que tu es dans ce métier. Ouais, la technologie, au fait, c'est bien. On voit, on va pas parler de l'IA, bien sûr, nous, tout ce qui est notre shop online, des choses comme ça. Donc, en fait, il y a une évolution avec des outils différents qui nous accompagnent, ce qui est très bien. Après, on est très heureux aujourd'hui de voir ça, qu'on a encore un métier, heureusement, pour prendre un produit, puis le mettre porter à quelque part, puis le manger, quoi. Donc, on a encore de l'avenir par rapport à d'autres métiers qui vont être remis en question, parce qu'on parle encore, qu'il y a un produit qui est consommable, mais par contre, effectivement, il y a eu beaucoup d'évolution là-dessus, et puis on voit qu'aujourd'hui, c'était, je dis pas des stratégies, les choses, elles bougeaient, on va dire, je voyais 5-6 ans, que maintenant, tout va beaucoup plus vite, je crois que ça pas encore chez nous, et ça, on voit que maintenant, tu n'es plus update, tu t'es pas adapté vite, tu es vite, tout d'un coup... tu es vite mis de côté, ou tu peux plus répondre à une offre. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'informatique. Aujourd'hui, c'est tout des interfaces avec des ERP. Donc, nous, on peut autant avec des groupes qui travaillent, qui ont des interfaces avec nous pour pouvoir passer leurs commandes, etc. On est vraiment logué là-dessus. Donc, on a énormément développé là-dessus. Puis aujourd'hui, moi, j'ai des collègues, je ne sais même pas s'ils ont un site internet, quoi. Donc, il y avait deux mondes. Dans un monde plutôt, on va dire, terrien. Ils disaient, voilà... Je fais ça, on a dû vite... on est passé de rien... À tout. Et puis ceux qui ne sont pas passés à tout, il y a une consolidation du marché. Quand j'ai démarré sur la Riviera, puisque l'Aiguë Riviera, c'était, je sais pas, je pense qu'on était 5 primeurs, on va dire, sur une région comme ça, on va dire entre Montreux, Vevey, puis on faisait un peu les Alpes vaudoises. Mais aujourd'hui, peut-être on est 5 en Suisse romande. Ah, wow. Ouais. Donc voilà. Alors, soit tu étais épicier local chez toi, soit tu es venu primeur, la chaîne du froid, la sécurité alimentaire, tous ces genres de choses qu'il fallait s'adapter. Les 23 000 labels qu'on demande, il faut être GRTA, il faut être Vaud terroir, il faut être bilingue, il faut être 47 labels. Et donc voilà, finalement, voilà. Et donc il y a toutes ces choses-là, les normes, la sécurité alimentaire, tout ça. On fait de plus en plus aussi, notre métier, il est passé du produit brut à la transformation. C'est là où il y a une valeur ajoutée. Parce que ça a accéléré encore avec le Covid. C'est-à-dire qu'avec les problèmes aussi de trouver pour la restauration les problèmes de personnel, etc. Et puis aujourd'hui, effectivement, je ne sais pas, un restaurant d'entreprise qui fait 2000 couverts, je ne sais pas, bien placé dans une rue à Genève, est-ce qu'il va prendre 200 mètres carrés pour couper des légumes? Non. La meilleure temps de se concentrer ou sur la composition de l'assiette, sur le dressage. Enfin, oui, il y a une vraie valeur ajoutée. Et puis que nous, on le fait mieux en amont. On a les produits à la base, qualitativement et tout ça. Puis nous, on peut faire travailler les gens pas par coupure, sur un horaire, on va dire, continu et des choses comme ça. Et donc, nous, c'est à nous aujourd'hui d'apporter des solutions à nos clients
pour en fait leur faciliter la vie et puis qu'eux qui se concentrent où ils amènent la valeur ajoutée, mais aussi un changement dans les cuisines comme ça avec des gens qui faisaient comme ça. Puis aujourd'hui, c'est aussi compliqué de dire là. Aujourd'hui, voilà, quelqu'un, je sais pas, il n'est pas levé, il n'est pas venu, il est absent, il est malade, il coupe la moitié du truc, la moitié, il y a du déchet. Nous là-dessus, ils ont un produit net au prix. Aujourd'hui, de plus en plus, là, on est passé du prêt, on va dire, à l'emploi. Prêt à l'emploi, nous on appelle ça 4e gamme chez nous. J'ai bien précisé parce que dit 4e gamme, c'est le 4e choix qui n'est pas. C'est-à-dire coupé, pelé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sauce ou rien. C'est, voilà, par exemple, des carottes pelées, carottes juliennes, avec toutes. Il y en a qui veulent en biseau, il y en a qui les veulent 3 mm, 4 mm, 5 mm. Ça peut être toutes les salades mêlées, mais il y en a qui ne veulent pas très vite, il y en a qui veulent sans friser, rampon par rampon. Donc nous, on fait tout ça. Et puis après, par contre, on est passé avec le Covid dans quelque chose prêt à manger. Donc là, on a commencé à cuisiner. Donc on a développé des autres laboratoires, parce que tu ne peux pas, avec les contaminations croisées, de mettre des locaux, tu dois bien séparer, parce que tu cuis de la volaille et que tu fais autre chose là-dessus. Et puis là, on me rappelle, c'était au mois de mars 2020, c'était une grande entreprise de l'horlogerie qui a dit, écoutez, nous, voilà, nous, les cols blonds, on les a tous mis au télétravail, mais ceux qui produisent, on a besoin on ne peut plus les mettre 2000 dans un restaurant. Donc, on aimerait faire des lunch bags LC à leur poste de travail. Et là, on est passé au prêt à manger. Donc, on a commencé à faire ces Pokéball, Fresh Ball, il y a plein là-dessus. Mais là, on commence à avoir du poisson. Alors, nous, toujours avec le même esprit, nous, enfin, la même qualité. Ça sera vraiment le top. Ça sera de la volaille suisse qui a couru dans l'herbe et tout ça. Oui, parce qu'on est obligé, parce que toi, tu fais de l'agroalimentaire, puis là-dessus, puis là, il y a des players qui ne vont jamais pouvoir réussir à faire ça. En plus, ce n'est pas dans notre ADN, on n'a pas les infrastructures, donc nous, on doit rester du semi, on va dire, industriel, mais en gardant une valeur ajoutée sur le choix du produit, la qualité. On est passé 800 en mars 2020 à 72 000 après par mois, quoi. Ah, wow. Après, bien sûr, quand ça a repris, ça a rebaissé, mais aujourd'hui, plus en plus, on voit qu'on est là-dedans pour donner une valeur ajoutée dans la transformation. Alors, ça dépend aussi. Dès qu'il y a quelque chose qui est récurrent, avec un certain volume, nous, on est capable de le faire. Aujourd'hui, on a des chefs de cuisine qui étaient dans la gastronomie qui sont chez nous. Donc, on peut te faire là. Après, on fait des white label. On peut te mettre les noms que tu veux, ton nom, le chef, enfin, de ce qu'il a fait. On peut composer le produit avec le chef de cuisine, de ce qu'il aimerait là-dessus. Puis nous, on peut le reproduire qualitativement. Et puis... là-dessus. Donc là, de plus en plus, on voit qu'il y a une tendance. Et puis aujourd'hui, on parle même de manière circulaire, on va dire, pour la perte. Aujourd'hui, tu as une palette de fraises, du Pays Top, un peu trop mûr, parce que voilà, tu en as vendu moins, parce que d'un coup, il a plu en 2 services à midi, puis les gens ont mangé moins de fraises, etc. Et là, on dit, voilà, au lieu de jeter la palette de fraises, tu dis, toi, avec ça, des bonnes fraises du Pays mûr, tu fais des confitures. Et les petits pots, peut-être pour les petits déjeuners, des hôtels, etc. Plus en plus, mais par contre, ça, il faut avoir dépassé toute une chaîne en avant, du brut au coupé pelé, et après en les cuisinant, quoi. Et je pense plus en plus, c'est ce qu'on va faire là on est en train de faire aussi à Genève sur notre plateforme à Carouge, et aussi on construit pour 18 000 m² sur les Hauts de Lausanne, et vraiment faire tout un écosystème là-dessus. Ouais. On va même faire aussi des cours pratiques avec l'école hôtelière de Lausanne, faire tout un écosystème, une ferme aromatique, faire donner des cours d'application. Et nous, c'est notre rôle d'amener ça là-dessus, puis d'être, entre guillemets, des pionniers ou des leaders là-dessus, quoi. C'est la partie d'éducation aussi dont tu parlais, je pense. Oui, exactement. Qui joue un rôle important aussi pour l'avenir de comment on mange. Et, oui, on fait la semaine du goût chaque année dans le restaurant de l'Hôtel Ville de Crécy. C'est super. On prend des classes d'enfants à école publique, là, qui sont, je sais pas, une dizaine d'années, et puis on leur met une toque. C'est chaud de voir tous ces enfants-là. Puis au fait, M. Giovannini, lui, il amène ses produits, enfin ses fournisseurs. Donc il y a le primeur, nous, il y a le boucher, il y a le poissonnier. Et puis on expose tout dans la cuisine, puis passe là, puis on leur montre les produits, ce que c'est un turbo, ce que c'est... tous les produits. Alors, nous, on essaie toujours un peu rigoler. On fait d'abord des jus de légumes, et c'est pas bon ce que tu fais, etc. Mais aussi, juste avoir le goût, l'éducation du goût. Et puis là, c'est vrai que des fois, tu dis, tu mets une frite surgelée, une frite avec la pomme de terre normale, les gens, 9 sur 10 préfèrent la surgelée.
C'est dingue. Ah Parce ouais, qu'ils parce ont, que ils ont tellement trop habitués l'habitude par de le manger. goût. Ah, c'est fou. On va leur dire aller chercher dans, ouais, je sais pas, dans le frigo, un truc comme ça. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire à la base. Et on reçoit quand même des fois une lettre, maman qui est pas contente, tu dis comment vous montrez des poissons morts à nos enfants, un turbo machin. Donc, on en est là aussi. Ah ouais. Tu vois le problème. Donc, il y a quand même un problème aussi à la base d'éducation. Et Ouais. puis, c'est là aussi, tu vois, où Il faut éduquer les parents. il faut éduquer les parents, exactement. Parce que si c'est pas les parents qui n'éduquent pas les enfants, bon, ben voilà, les pauvres, ben, ils font avec ce qu'on leur donne, quoi. Et tout ça, au fait, ce qui fait qu'il y a une génération. Mais je pense qu'il y a une génération qui change, là. Mhm. Tu sais, il y a une génération. Il y a nos parents, après une génération entre nous, vous deux. êtes plus jeunes. Puis là, il y a toute une génération avec tous ces trucs fast-food qui a enfin, manger, c'était s'alimenter, quoi. Et là, ça revient, j'ai l'impression, mais tout passe déjà par l'éducation. Parce que maintenant, c'est la nouvelle génération qui ont des enfants, qui sont plus sensibles à quand même ce qu'ils achètent, pourquoi ils l'achètent, comment ils se nourrissent. Je pense qu'on aura le bon résultat d'ici quelques années quand ces enfants ils auront 15-20 ans. Et puis là, il y a quand même un signal qui est positif. Ouais. Mais tout passe dans l'éducation. Bien sûr. Et tu as expliqué un peu du coup tout l'écosystème, c'est hyper intéressant parce qu'on a parlé, pour commencer, de la livraison des fruits et légumes qui sont entiers, on va dire. Tu as parlé de ce 4e gamme avec les fruits coupés, le 5e gamme, il me semble, qui est donc ces plats préparés, et aussi l'éducation et tout ce qui va avec. Mais nous, on aimerait bien aussi savoir comment ça a commencé. Donc au début, toi, tu as commencé par un apprentissage à la COP. Oui. Donc c'est comme ça que tu as commencé aussi dans cet univers-là. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que cette période elle t'a appris sur le commerce, le business et un petit peu ce côté-là de ce qui t'a amené aussi à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, au fait, en allant en apprentissage chez COP, qui était la direction, c'était encore séparé, la COP, ça s'appelait COP Vaud, je sais pas, il y a COP Genève, c'était comme Migros à l'heure actuelle. Puis ce qui était génial, c'est un super apprentissage parce qu'au fait, tu as diversité au fait, de départements puis de métiers dans une entreprise comme ça. Donc autant ils étaient propriétaires, des plus gros propriétaires immobiliers de Suisse. Donc il y avait un service des gérances, l'immobilier, avec des locataires à gérer, parce que je me rappelle, et puis passer des bons moments là-bas. Et puis après, autant à la direction, à l'assistant du directeur général, autant dans les ressources humaines, autant dans les achats, autant dans la vente, dans la comptabilité, dans la finance. Et puis il y a un super apprentissage où tu as plusieurs modules qui te font tourner là-dessus. Donc au fait, j'ai beaucoup appris au fait comment gérer les fournisseurs aussi, différemment si c'est des restos et tout ça, mais aussi le sens du commerce, la logistique, enfin tout cet écosystème de livraison, de supermarchés, au fait, ce qui amène, et puis au fait toute la chaîne qui travaille derrière ça, et tout ce qu'ils font travailler. Donc c'est c'était là, j'ai vraiment appris plutôt aussi les finances, parce que j'ai beaucoup travaillé à la comptabilité, c'est important de pouvoir savoir lire un bilan, calculer, enfin, etc. Le suivi des débiteurs, ceux qui payent pas, etc. Et j'ai beaucoup appris, pas là, on va dire, je ne parlais pas du produit parce qu'on n'avait pas sur les quais, parce que j'étais plutôt en de commerce, donc là-dessus, mais plutôt dans l'organisation, quoi. Dans la structure d'une entreprise, par rapport à qui fait des produits frais, qui fait de l'alimentaire, et puis tout ce qui se passe autour pour réunir là-dessus. Et puis, c'était un super apprentissage. J'ai appris, je pense, énormément de choses. Déjà, moi, je savais un peu plus ce que je voulais faire à 19 ans qu'à 16. C'était un peu bateau de faire employé de commerce, c'est-à-dire que tu ne sais pas trop ce que tu veux faire, quoi. Ouais. Mais voilà, l'apprentissage, une force en Suisse, je trouve, de pouvoir faire ça. Puis après, là, à 19 ans, je dis, quand même, relation, je vais plutôt aller dans la vente et tout ça. Alors vraiment, un métier à l'époque, je dis ça, quand même, mais à la fin des années 90 et tout ça, c'était le marketing, quoi. Et puis voilà, j'ai travaillé, j'ai fait au SAVI, un diplôme en marketing, en emploi, comme ça, le soir. Puis j'ai dit, c'est compliqué de dire que c'était au département des finances de COP, parce que après, je suis resté employé chez COP, mais au département des finances, je vais aller bosser comme en marketing à la vente, plutôt aux finances de COP. Il fallait au moins faire quelque chose là-dessus. Puis c'est pour ça que j'ai fait le marketing. Je dis, voilà, est-ce que c'est possible dans la vente, dans le produit, tout ça. Et puis, ça m'a amené, c'était plutôt scolaire, je veux dire, là-dessus. Mais après, en fait, vite,
J'ai mon oncle, au fait, qui avait créé une société de fruits et légumes en 1987. Justement, lui, il avait même travaillé au Flon à Lausanne, parce que le marché en gros de Lausanne, il n'y en a plus, parce qu'il était au Flon. C'était mieux de faire de l'immobilier, et puis des boîtes de nuit, des restaurants. Et puis après, qu'il avait remis en 1998 à 2 autres associés. Et puis lui, il m'avait dit, après qu'il avait repris, regarde voir, peut-être ils ont besoin de son œuf et tout ça. Toi, tu as 21 ans. Là, j'ai envie de sortir, enfin, de COP, puis voir d'autres choses, puis voir si, bien sûr, je vais mettre un peu à profit ce que j'avais appris à mes cours de marketing et puis mon diplôme. Bon, rien à voir, mais on va voir, là, ils ont pris, c'était une société de 20-25 personnes, mais il n'y avait même presque pas de logo sur les camions, enfin, pour dire. Je ne suis pas amené ma touche à ça, mais là, ils m'ont dit, écoute, on lève ta cravate de chez COP, et demain, c'est 2h du mat, et puis il faut aller livrer, faut apprendre le métier à la base. Il faut comprendre comment c'est de prendre les palettes, les c'était mettre dans le camion, c'est un les choc. amener. Mais je connaissais un peu parce que déjà petit, j'ai été voir plusieurs fois mon oncle. Il m'a pris pour faire un peu 2-3 sous l'été. Donc je connaissais un peu le métier là. Après, oui, mais c'est génial. Donc préparer, livrer, tout ça. Apprendre d'être avec le chauffeur, voir ce qu'il faut livrer. Donc ça c'était tout un apprentissage. Puis après, les patrons là, Christian, il me dit David, viens manger avec nous à midi, quoi. Puis là, c'était un peu une révélation, quoi. Parce que je voyais, j'ai de la terre à l'assiette. Puis là, aussi, comme ce monde-là est là, on va manger. Le chef, il nous fait un petit amuse-bouche. Tu vois comment il met tes produits en valeur. Puis tu peux t'engueuler le matin que tu n'as pas livré à l'heure, tout ça. Il y a quand même beaucoup de respect entre les maillons de la chaîne. Les cuisiniers, les chefs de cuisine, tu travailles pour eux. Alors, autant, ça peut être dur le matin du ça, mais après, ils t'accueillent chez eux, toujours une petite touche. Ils prennent soin aussi, la plupart, de leurs fournisseurs. Et puis là, ce qu'il a fait là, j'ai dit, j'adore ce métier, quoi, c'est fabuleux. Autant le producteur, un peu, terrien, avec beaucoup de bon sens. Parce que dès qu'il me disait, c'est moi, j'ai producteur, des fois, quand. Oui, avec tes souliers pointus, à faire dans les palaces. Il vient là, un bout de saucisson, puis un verre de chasse là, et puis t'expliques la vie. Mais entre le bon sens là, et puis toi, ces chefs qui commençaient à ce Star System avec toutes ces émissions et tout ça. Et c'était ce lien avec ces deux mondes qui était pour moi une révélation. Puis quasiment à l'opposé finalement. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et je suis tombé là, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Donc alors, t'as 23 ans, 23 une ans. camionnette. Puis là, je vais dire à mes patrons, puis j'étais à Lausanne, puis moi, j'étais, à part Charlie Chaplin à Vevey, je ne sais pas ce qu'il y avait sur la rivière. Alors là, je dis, écoutez, j'essaie de prendre, on m'a soutenu, c'était mon beau-père, enfin ma copine, à l'époque qui m'avait aidé, mon oncle, machin, ça. J'ai réuni 100 000 francs en prenant de l'argent à gauche, à droite. Voilà, une SA. Je dis à mes patrons, écoutez, puis à mon oncle, moi, écoutez, j'ai trouvé que je veux faire quelque chose. Je pense qu'il y a du potentiel entre les Alpes vaudoises et la Riviera. Je vois, puis je trouve que je ne veux pas vous faire concurrence. Donc, par respect, je vous dis, je vais ouvrir ma boîte à Villeneuve, à l'autre bout de l'opposé du lac, là-bas. Puis avec beaucoup d'insouciance, beaucoup d'envie, 100 000 francs. Je me rappelle mon compte de consignation chez le banquier qui est venu après mon directeur financier. Ah. Mais puis parce que quand c'est mieux que tu commences à redevoir aux banques, c'est mieux d'engager le banquier. Et puis voilà, puis après je commence là à fond. Alors super, ils m'ont dit David, vas-y quoi, top. Puis si ça marche pas, tu peux revenir, style. Puis voilà, j'ai été là-bas, première année, 500 000 francs de chiffre d'affaires, 100 000 balles de perte, quoi. Bon, je tire. C'est 22 heures sur 24 par jour. Et puis retourne vite chez COP, avec 5 semaines de vacances. Non, puis là, au fait, là, ça fait là-dessus. Parce qu'évidemment, tous les gens qui prenaient, des fois, c'était des gens des mauvais payeurs. Puis il n'y avait rien de logique dans les tournées. J'en avais un à Villars, l'autre, je sais pas, à Vevey, puis l'autre machin, puis tous livrés à 8 heures, quoi. Enfin, voilà. Et puis là, à fond, tu y croyais à fond. Puis de nouveau dire que j'allais, moi, choisir les produits. J'allais le matin à Lausanne, à Genève. Comme maintenant, les petits, ils viennent chez nous.
pour aller choisir machin à 2-3 heures du matin, charger les petits produits. Je pouvais prendre bien sûr 2-3 producteurs suisses, là j'arrivais à charger, mais tout ce qui était l'importation, je n'avais pas les volumes ni la capacité d'importer, quoi. Donc je vais racheter. Évidemment, ils n'allaient pas me vendre le meilleur prix, mais des fois, beaucoup de choix jamais très compétitifs. Mais justement, j'ai dit, il faut que tu amènes autre chose, du service, de la qualité. Les sectionniers me rappelaient 2 fois, je retournais avec mon camion. Et voilà, je faisais à 1h du matin, j'ouvrais mon dépôt, tac, je préparais ce que je pouvais préparer de mon dépôt, je partais à Lausanne, à Genève, je revenais à 6h, je faisais mes bulletins, je faisais ma tournée. Je revenais, machin, bien sûr, je n'avais pas le stock assez, donc je repartais à Lausanne pour revenir là, enfin tout un truc. Manger une morse à midi chez un client. Puis après, j'allais me faire une sieste. Puis après, j'allais des fois manger une entrée à un endroit, un plein endroit. Puis après, j'attendais le chef à 22h qui veut bien me voir pour lui vendre mes produits. Alors, le chef à 22h, on boit une bière, un machin. Super top. À 23h, à 1h debout. Alors, j'ai dit, heureusement, j'ai fait ce métier, mais que j'étais jeune parce que au-delà d'avoir des prédispositions, on va dire une vision travail, il fallait physiquement... Parce que là, tu avais l'air de pas beaucoup dormir. Non, mais là, tu dormais à 2-3 heures. En 2 fois, je dormais peut-être 5-6 heures, mais un peu l'après-midi de 3 heures, puis de 3 heures à la nuit. Ouais. Mais enfin, voilà. Puis tout d'un coup, il est arrivé que tout d'un coup, il y a un client. Finalement, j'ai un client, je me rappellerai toujours, c'était le Casino Barrière, qui ouvre à Montreux en 2003. Et là, c'est tous des chefs français de Paris qui ont fait la durée, qui ont la tour d'argent et tout ça. Puis à la dure, puis ils n'étaient pas là, donc ils n'avaient pas leurs habitudes avec d'autres. Puis ils me voyaient arriver, moi, avec plein d'inconscience, d'insouciance, mais par contre plein d'envie. Puis il dit, un petit jeune est sympa, on va lui donner un coup de main. Alors, je peux dire que j'ai appris ce que c'était. Parce qu'entre la mâche, la doucette et le rampon, c'est le même produit. Mais ça dépend si tu le dis à Paris, à Genève ou je sais pas où, à Fribourg. Enfin, après, les produits, la rigueur avec tous ces chefs comme ça français, donc ça m'a permis aussi... Tu n'avais pas Wikipédia, des fois, il me parlait de produits. Je dis, ouais, pas de problème. Je dis, c'est quoi ce truc? Ficoille glacial, je me rappelle toujours ça. J'ai cru que c'était une BD ou je sais pas quoi. Mais enfin, voilà. Puis après, j'ai appris eux. Puis tout d'un coup, 200-300 000 francs de chiffre d'affaires, ils te font payer à 30 jours. Puis j'ai dit, putain, si j'arrive, satisfaire ces chefs en qualité comme ça, ça m'a donné confiance pour moi dans le futur. Au-delà de la manne financière, tout d'un coup, d'avoir un bon client qui paye, qui m'a permis un peu de refaire un peu la culbute. Puis là, après, j'ai aussi des gens historiquement qui m'ont fait confiance, des restaurants comme, je pense, la Rouvena, la famille Vialmin, comme l'hôtel Victoria à Glion. Enfin, plein de choses comme ça. Puis petit à petit, j'ai grandi. Là-dessus, ça m'a donné un peu confiance là-dessus. Puis tout de suite, j'ai dit, écoute, le marché va aller tellement vite. Soit tu restes épicier à Villeneuve et puis tu fais tes 5-6 restaurants là-dessus. Mais tu voyais que ça commençait à évoluer avec les normes. Tu sais, avant, ils livraient presque avec des bâches et puis des caisses en bois. Le marché est clair maintenant, la chaîne du froid, sécurité alimentaire, l'informatique qui vient un peu plus là-dessus. Puis j'ai dit, il faut grandir, quoi. Alors un peu, tu sais, la vie, elle est faite, beaucoup de travail, un peu des fois de la chance, mais il faut créer les chances aussi, être opportuniste et les saisir. Alors voilà, moi, ce que j'avais, c'est que j'avais pas, entre guillemets, d'attache, j'avais pas un niveau de vie qui me disait j'ai besoin de temps, parce que j'avais 23 ans, moi, voilà, je prenais 2500, 3000 francs, j'allais manger avec chez les clients, tout ça, puis voilà. Donc, en fait, j'engageais des gens, je les payais plus cher que moi, je me payais. Mais moi, je voyais ça beaucoup plus loin. Puis tout de suite, je vais d'un coup vers mon concurrent qui était à Vevey, qui était à Armel, puis j'appelle les patrons, justement, qui étaient à Genève, qui avaient une succursale là-bas. Alors là, je disais, oui, super, écoutez, moi, j'ai envie de me développer, je vois votre entreprise, là, à Vevey, je reprends pas mal de clients. Au cas où, si vous voulez vendre, je serais prêt à la reprendre, quoi. Il me dit, t'es qui? Il dit, c'est pas gentil de nous prendre des clients. Après, ils ont regardé, puis ils ont vu qu'effectivement, puis voilà. Mais en fait, c'est des choses comme ça. Avec quel âge, là, juste, quand tu les as appelés? 25 2 ans ouais, après, ouais. ok.
Bah là, tout à coup, je faisais vite 2, 3 millions, 2 millions 8, puis eux faisaient 3, puis tout à coup, j'ai fait 6, j'ai repris la boîte là-bas. Ça, Après, c'était Bourgeois Primeur, juste parce Ouais, qu'on avait exactement. noté. C'était la première boîte Bourgeois imprimeur, à effect- Vevey. ouais, que Et tu as racheté, du coup. Ouais. Ouais. Ouais, que j'ai repris, alors 6-7 millions, puis en fait, mes anciens patrons, que mon oncle avait la boîte et tout ça, bah après, c'est moi qui ai racheté mes anciens patrons à Lausanne, parce qu'ils avaient servi, c'était mon oncle qui avait créé ces produits de 4e gamme, coupés, pelés, Ouais. Jack, là, les pommes de terre, tout ça. Puis là, bah, c'était nos dimensions, parce que la société était presque plus grande que la mienne, qui faisait, voilà, comme ça, 9-10 millions. Et puis là, bah, tu passais dans autre chose. Et puis, et là, bah, toujours après garder en fait le produit, la qualité, le service. Mais après, c'était des cultures qui étaient différentes. C'était à Vevey, à Lausanne, mais des fois, j'ai l'impression qu'on connaissait la boîte depuis longtemps, mais on fait 1 plus 1, c'est pas forcément 2, quoi. Ouais, et puis tu dis ça avec une telle facilité, en mode on a racheté une boîte de 9 millions, Ah, mais c'est très complexe. Enfin, les chiffres, les clients, la culture, comme tu dis. Mais là, ça a beaucoup de- typiquement, ben voilà, je peux te dire, c'est que là, j'étais en position crédit à la banque. Ben là, merci, c'est une banque qui m'a fait confiance. Mais c'est juste 2007, avant les subprimes. Mais ils n'avaient pas de fonds propres pour payer cette boîte. Mais ils avaient des immeubles, donc j'ai un peu joué là-dessus, je suis du hypothécaire. Mais c'était vraiment... Le banquier, il était se battre, je pense, au risk management pour dire, voilà. On va y aller. On va, et puis franchement, maintenant le temps me dit qu'il a bien fait, encore bravo à lui. Et tant mieux. Mais par contre, je suis arrivé le lendemain, 2008, les subprimes, bah, bien sûr, ils disent, ouais, vous n'êtes pas dans les ratings, ça a changé les ratings, tout ça, etc. Bah, super. Moi aussi, mon action qui était à 80 francs, à 8 balles, apparemment, vous êtes meilleur pour moi dans les forecasts à 5 ans, quoi. C'est exactement parce que aussi, les banques, c'était pété là, les complètement. titres. Alors voilà, mais c'était dur, rembourser ce prêt qui était important sur 6-7 ans avec tout ça, puis continuant à évoluer là-dessus. Et c'est comme je disais après au Savi, parce que mon travail de diplôme au marketing, c'était le lancement de la nouvelle chaussure Hugo Boss. Et puis alors là, je ne vais pas vous faire les théories du marketing, mais tu as les marchés, le public cible, tout ça, etc. Bon, tu as 100 millions, tout ça. Très bien. Et puis après, parce que des fois, je fais des témoignages là-dessus. Puis moi, j'ai dit, je suis arrivé, moi, à Villeneuve avec ma boîte, budget marketing, 50 balles. Bon, la meilleure chose qu'à faire, c'est demander le menu du jour chez le mec qui a pris les légumes. Mais c'est aussi du marketing. Ouais. C'est pour ça que là-dessus, aujourd'hui, parce que c'est pour ça, ma sensibilité, nos camions, comment on communique, qu'on rend sexy, c'est là, maintenant, parce que j'ai cette sensibilité-là. Nous, on fait du B2B. Ça ne va pas nous amener l'acte d'achat, mais ça va nous donner de la sympathie. Et on est toujours, on peut rendre fruits et légumes sexy aussi. C'est pas simplement la garniture, c'est pour ça mon slogan, tout est dans la garniture. Pas tout le reste n'est que garniture, comme nos amis bouchers nous avaient fait la pub il y a une vingtaine d'années. Parce que nous, on est de l'entrée au dessert. Même maintenant, chez les mixologistes, ils mettent plein de fruits et légumes, les moscomules, les machins, etc. Ouais, c'est vrai. Et puis, voilà. Et puis, au fait, finalement, par contre, j'aime pas les antispécistes, les machins. Donc, c'est pour ça que j'ai reproduit de mes amis bouchers et poissonniers leurs animaux en les fruits et légumes. C'était pour un clin d'œil pour eux. Après, on fait plein d'autres choses comme ça. Et puis, on s'amuse, on amène de la sympathie. Mais par contre, finalement, l'acte d'achat, ça va être le service, la qualité et le prix qui compte. Comment toi, tu as dû évoluer personnellement? Tu as 25 ans. Tu rachètes une autre société, rapidement t'en rachètes d'autres, parce qu'il y a encore Légufruits à Villars-Sainte-Croix, ça se rajoute. Comment toi tu changes, de passer assez rapidement, je vais moi faire les livraisons à 1h du mat, puis je m'occupe de tout, je gère un groupe énorme, et rapidement et jeune aussi malgré tout. Ouais, c'est un truc sous stéroïde, quoi. C'est vrai, mais vite. En fait, si tu veux, je pense que c'est ça. Je dis pas une fois, c'est que tout de suite, j'ai la sensibilité de dire de bien m'entourer. Je dis ça va être la clé. Et vite, au fait, je regarde où j'étais, mes forces, mais surtout mes faiblesses. Et puis je dis, mais entoure-toi rapidement des gens bien plus forts que toi, où tu es moins fort, ou plus faible, où tu as moins de compétences, on va dire. Pour toi, te consacrer où tu amènes la valeur ajoutée pour le développement de ta boîte. Et ça a commencé assez vite, parce que mon deuxième collaborateur, ou mon premier, qui n'a rien à voir
dans les fruits et légumes, qui était plutôt dessinateur en machine dans une boîte, Matisa, rien à voir. Mais un ami aussi, plutôt ado. Parce que mes potes, ils comprenaient, il sort plein en boîte. David, il est en train de porter des légumes au milieu de la nuit. Et puis lui, intéressé, épicurien comme ça, j'écoute, voilà, si tu veux, viens chez moi. Mais j'ai dit, je préfère un gars avec la tête bien fabriquée. Et il a un côté, lui, très, on va dire, factuel, très plutôt technique. Je veux dire, un backup. Et puis comme ça, de confiance. Je veux dire, absolue. J'ai pas besoin d'une star en fruits et légumes, quoi. Tu vois ce que je veux dire plutôt un gars que je peux me soulager, que je peux parler, puis que d'un coup, 6 mois, plutôt ma force, c'est d'aller vendre, voir les clients, etc. Je sais pas, que lui peut s'occuper de l'opérationnel derrière. Et lui, tu viens, voilà, je vais me donner 4000 à quelques francs, tout ce que je peux, parce que moi, je prends moins. Et lui, il est venu, et puis, pour dire que même, il avait changé sa voiture, puis il a acheté un camion pour m'aider au départ. Donc, et aujourd'hui, il est toujours chez moi, puis il fait partie de la direction après 25 ans. Hein. C'est beau. Parce que tu peux partir plein de fois, après tu peux plus t'entendre. Donc, pour dire cette personne-là, elle m'a permis de confiance, moi, d'aller voir, de développer les affaires. Et puis lui, j'avais quelqu'un sur qui je pouvais compter, qui était fiable, qui était intelligent, et puis qui était surtout, je veux dire, complètement de confiance pour pouvoir soutenir le développement. Et je l'ai fait la même chose avec l'aide du banquier qui m'a fait mon compte consignation. Après, il est venu travailler chez moi comme directeur financier. Et puis, de nouveau, on parle des machines, combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. Et puis là, je me suis... je vois aussi par rapport à, je dis pas les autres évolutions, c'est que j'ai un management qui est, je pense, dans le métier, qui est un des meilleurs, quoi, je veux dire, par leur diversité, leurs compétences, leur complémentarité. C'est là-dessus, vraiment. Mais de nouveau, voilà, je dis toujours, je vois des entrepreneurs qui commencent à 45 ans, si déjà ton niveau de vie, tu as besoin de X, moi, au fait, l'argent, c'était pas important. Ça, voilà, ce sera une finalité si ça marche. Mais avant tout que ça marche, je préfère payer mieux les gens pour arriver, moi, c'est ce que c'est important. Puis après, au lieu, oui, je préfère te rire, mais la personne, oui, il y a l'aspect salaire, mais je ne suis pas dans le trading de pétrole, quoi. Dans les légumes, je ne peux pas payer des choses comme ça. Mais aussi, pourquoi ils sont chez toi, qu'est-ce qu'on fait, comment... voilà, je les accompagne, je les remercie. Avec tout ce monde aussi épicurien, on peut se faire aussi d'accord, voilà, une bonne table, l'occasion de vivre des moments super aussi, différemment, au-delà de l'aspect pur financier salaire. J'ai l'impression qu'ils font partie complète de l'aventure. Et puis... c'est là, au fur et à mesure, que j'ai pu prendre des gens compétents, me concentrer là-dessus, qu'eux m'ont amené leurs compétences, les affaires, qui ont développé aussi mes affaires, comme des gens de la vente, des directeurs. Et la plupart de mon management, ça fait je pense, entre 15 et 20 ans qu'ils sont là. Tu as l'air d'avoir une bonne capacité, justement, à ramener les bonnes personnes, bien t'entourer, trouver les bons filons aussi, parce qu'on a parlé de quelques entreprises que vous avez acquises, mais il y en a encore plus derrière que tu as fait ensuite à la suite. Est-ce que, parce que j'avais vu, tous les 2-3 ans quasiment, il y avait une nouvelle boîte ou un nouveau projet qui arrivait dans le groupe, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que tu as développé une sorte de playbook ou une sorte de manuel de fonctionnement sur comment acquérir des boîtes qui sont intéressantes pour toi, comment ramener les gens, ou est-ce que vraiment tu fais tout ça au feeling ? Non, je pense qu'il y a plus d'habitude, évidemment, que la première que j'avais reprise. Mais si tu veux, au fait, que je parle de conciliation, c'est qu'aujourd'hui, dans notre métier, c'est qu'aujourd'hui, comme beaucoup de PME, il y a un problème de succession. Je veux dire, aujourd'hui, aujourd'hui, qui veut faire encore ce métier? Les gens se retrouvent à 60 ans avec des enfants ou pas de succession. Ils réinvestissent plus trop dans leur structure parce qu'ils disent, attends, je ne vais pas investir des millions maintenant à 60 et quelques années. Et puis surtout, au fait, moi, c'est de trouver je retrouve une entreprise familiale. Moi, le but, c'est de valoriser de ce qu'ils ont fait. Mmh. Plus aussi, les 15-20 personnes, puis c'est souvent les plus petites structures bien que moi. C'est plutôt des petites structures très implantées régionalement avec un gros ADN et puis avec des gens de compétences. Il n'y a pas besoin des concurrents, il en faut. Je ne vais pas racheter un concurrent qui est énorme là-dessus. De toute façon, il en faut un. Tu rachètes une boîte. C'est soit parce qu'elle a des compétences que tu n'as pas ou un savoir-faire, ou géographiquement, c'est intéressant parce que tu développes une région que tu n'es pas. Et là, c'est plutôt des structures qui sont déjà là,
Mais moi, aujourd'hui, un directeur financier, je le trouve pas sur LinkedIn, mais un mec qui se lève à 3h du matin, connaît les fruits et légumes, machin, et pas sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, moi, le futur, le gros problème, ça va être le personnel. Et si c'est au problème de cette structure, je reprends du savoir-faire, je le garde et puis je l'intègre chez moi. Et puis en donnant une possibilité de valoriser leur boîte, puis d'accompagner, que ce soit aujourd'hui la maison Bonotto, qui a eu Laurent Rumot, typiquement, lui, c'est au-delà de l'entreprise, c'était l'homme qui était pour moi, que je voulais avoir à mes côtés. Et puis, au fait, finalement, c'était tout ça, je fais une transition qui est toujours bienveillante, qui est sur long terme, parce que je sais aussi ce que ça veut dire quand c'est ton bébé, tu vas le lâcher. Donc, ça ne doit pas dire bonjour, j'ai acheté, merci, tu fais le service après, on allait, et ciao, bonne. Donc, au contraire, c'est plutôt que ça veut dire des alliés dans le futur, qui viennent des ambassadeurs, et puis. Mais c'est plutôt aujourd'hui des plus petites structures très implantées régionalement, avec une forte identité régionale et puis qu'avec des gens, des compétences qu'on peut garder chez nous, du métier. Donc, il n'y a pas, voilà, je veux dire, c'est des opportunités, ces choses, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, calculé ou projeté. Alors, bien sûr, maintenant on est beaucoup moins, alors le marché se consolide, est-ce que tu te dis là-dessus? Mais moi, le but, c'est surtout maintenant de réunir tous mes sites sur un site, d'être beaucoup plus performant, sans vouloir faire une acquisition pour une acquisition, quoi. Ouais. Tu peux juste, parce que tu en as parlé brièvement avant de ce nouveau site, justement, dans les Hauts-de-Lausanne, etc. Vous en êtes où? C'est quoi la vision? Tu en as parlé un peu en parlant de partenariat avec l'école hôtelière, etc. Tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est quand même un projet qui est assez fou d'une certaine manière. Ouais, c'est là, tu dis, c'est je dis pas le travail d'une vie, mais c'est l'aboutissement que je suis venu dans mes locaux. Parce que quand tu es dispersé sur plusieurs sites, tu ne te rends pas compte de l'ampleur de l'œuvre. Puis je rentrais dans le parking sous tard, j'ai dit, vous êtes tarés, c'est beaucoup trop grand. Ouais, ça, on parle de plusieurs milliers de mètres carrés. Ouais, c'est quoi, 18 000 mètres carrés sur plusieurs étages, presque. 18 000 mètres carrés, c'est un bâtiment. Faut les remplir. Quoi. Ah ouais. Ça fait, Non, c'est faut les remplir, c'est ce que je disais, j'ai dit, faut en vendre des fruits et légumes pour tout ça. C'est presque trop petit. Bon, ok. Mais ouais, on vient de faire le bouquet de chantier, donc là, tu arrives plus te projeter voir, et là, c'est clair qu'on va amener, là-dessus, oui, c'est quand même miser là-dessus sur l'avenir, parce que c'est un énorme investissement, mais qu'au fait, nous amener d'efficacité, de l'efficience, du confort pour travailler et vraiment créer un écosystème là-dessus, même par rapport à notre plateforme de Genève qu'on a renforcée, qui est top, qu'on investit aussi beaucoup dedans, d'avoir moins d'interlocuteurs, parce que je vais appeler à Romanel-sur-Mort, je vais appeler la 5e gamme, je vais appeler à Aclan la 4e gamme, je vais appeler les bureaux à Crissier, l'autre plateforme. Donc voilà. Mais si tout le monde est au même endroit, voilà, ça mais bon, change toi, tout. j'ai grandi comme ça, c'est pas SimCity où tu les mettre à côté, quoi. Non, mais évidemment, il y en a un qui va à gauche, à droite, puis là, j'ai presque 10 personnes qui font du transfert intersites, donc ça crée aussi des non-conformités, tu as de plus en plus de risques que tu loupes quand même quelque chose, ça fait quand même de plus en plus de risques à la chaîne du froid d'ouvrir, de fermer, de machin, donc tout ça au bout d'un moment, c'est déjà un miracle ce qu'on fait là-dessus dans les mètres carrés qu'on a, donc c'était complètement nécessaire. Et puis là, tu es un produit neuf, tu regardes le flux industriel, tu développes, tous nos collaborateurs avec des puits de lumière, tout est vitré, ils bossent, toi, je veux dire, voilà, tu amènes du confort pour tout le monde, des synergies, et puis je pense que c'est vraiment investir pour vous montrer que voilà, nous, on est une alternative forte pour pouvoir proposer aussi comme ça, avec sur la qualité, le service, la valeur ajoutée. Et puis aujourd'hui, j'avais le management, aujourd'hui j'ai investi, et maintenant j'ai investi dans la structure au niveau du management pour pouvoir avoir le meilleur produit, pour voir à l'avenir plus serein, puis être prêt pour la pérennité de l'entreprise. Quoi. C'était nécessaire. Quoi. À quoi elles ressemblent tes journées aujourd'hui? Tu te lèves encore à 1h du mat? Non, pour d'autres raisons. Tu te couches à 1h du mat. Je vois qu'on rigole, je me couche plutôt à 1h du mat que me lever. Ouais, oui, au fait. Parce que t'as tellement, il y a tellement de projets en parallèle, etc. Est-ce que tu segmentes tes journées en disant, je sais pas, par thème? Est-ce que tu segmentes, tu fais tout en même temps? C'est quoi un peu ton rythme? Au fait, j'ai trouvé aussi moi ma place, quoi. Avec comme ça a grandi, c'était pas évident. Au bout d'un moment, t'es
t'es chez toi, tu veux me décider la couleur de la tasse à café, quoi. Toi, je veux dire, puis au bout d'un moment, à un moment donné, je m'apercevais, j'avais déjà l'idée, malheureusement, heureusement, c'était avant le Covid, de dire, au bout d'un moment, tu sais, pas que la machine, elle te prenne, quoi, parce que c'est trop, tu n'arrives pas. Donc, tu vois, entre l'opérationnel et le stratégique, prendre du recul et puis avoir une vision, juste un immeuble, en même temps, je me regardais non confronté, je m'inquiétais pour la ciboulette qui n'a pas été livrée. Et puis en même temps, je vais décider est-ce qu'on va construire un nouveau dépôt stratégiquement et tout ça. Donc je commence à être fatigué, puis tu viens mauvais des deux côtés, quoi. Parce que tu n'as pas le recul et le nécessaire pour dire, voilà, stratégiquement, on va aller, comment on va aller, avec qui on va aller. Puis d'un côté, opérationnellement, tu fais ce qui t'arrange, machin, etc. Puis tu n'arrives pas à suivre les choses jusqu'au bout. Et là, déjà aussi, comme on va dire, au niveau de management, je suis entouré plus d'un conseil d'administration. Où, je ne peux pas les payer, avoir le menu complet, mais je les ai à la carte. Avec des gens, justement, qui... Parce qu'au bout d'un moment, moi, mon CFO, j'ai grandi, je ne peux plus rien lui apprendre, toi, ce que je veux dire. Mais justement, il y a les gardiens du temple, ou dans le online, on a M. Denis Clocher, qui était un des fondateurs de Le Shop. Donc, j'ai pris des compétences, j'ai M. Gauer, M. Seiler, tous des gens qui viennent plutôt du monde de l'hôtellerie pour aussi nous challenger peut-être, puis nous accompagner là-dedans, et puis aussi challenger ma direction, mais aussi les accompagner, puis justement les faire qu'ils se développent. Et là, moi, déjà, j'ai dit, il faut que je m'entoure de quelqu'un qui, moi, je prenne du recul opérationnellement. Mais il est arrivé le Covid, alors moi, je suis pas Schettino qui se tire à la rame quand le bateau est cool. Donc là, tu remets un peu... Enfin, là, tu as tout chamboulé. J'ai tout mis en pause, en retrait. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça a un peu retardé 2-3 ans, mais on avait déjà dans l'esprit. Et puis, au fait, j'ai renforcé ma direction avec l'arrivée de Mathieu. Et puis, avec, aussi comme ça d'autres personnes. J'ai aussi ma directrice des ressources humaines qui vient aussi du monde hôtellerie, qui est très important pour moi parce que même tu es directeur financier ou directeur des RH, c'est important qu'il y ait un lien, une affinité avec ce monde de la gastronomie, l'hôtellerie. Et que eux, c'est aussi des ambassadeurs. Moi, j'ai dit, allez, il faut aller manger chez les clients, voir, avoir une relation, même si elle est financier ou les RH. Et puis donc là, moi, au bout de quelques temps, tu dois lâcher ton bébé. Donc, j'ai aussi trouvé... Je dois apprendre, des fois, c'est pas le même chemin, puis c'est le résultat qui compte. Et puis, tu donnes un cadre, et puis finalement, toi, il faut trouver ta place, faire confiance, cesser à faire confiance aussi. Puis, tu t'aperçois que finalement, c'est des gens de valeur, de qualité, que des fois, ça marche même mieux quand t'es pas là. Que quand c'est toi qui... faut savoir s'enlever. Et là, c'est clair que là, ça m'a redonné un coup de fraîcheur. Parce qu'à un moment, tu te dis... Quand tu commences à être fatigué, que tu apprends, tu te dis, normal, là, pas venir aigri, tu vois ce que je veux dire, et là, tu dis, ça donne un soupe, c'est bien, puis ça me donne beaucoup plus d'énergie, de fraîcheur, de me concentrer où j'amène la valeur ajoutée. Et c'est là, maintenant, avec ça, avec le recul premium, que tu dis, il y a une belle impulsion. Et puis, moi, j'ai gagné en qualité de vie aussi, mais c'était nécessaire. C'est une très belle transition vers notre question, qui est notre question traditionnelle de fin, justement, à laquelle tu peux répondre peut-être à la suite de ça. C'est, selon toi, David, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une belle vie ? Je pense qu'en fait, une belle vie, c'est d'avoir le temps pour soi, quoi. Et puis d'être heureux avec les siens, puis profiter de la vie, quoi. Non, mais vraiment, c'est de profiter à fond de la vie, d'être... heureux, et puis finalement, pas toujours dire qu'est-ce que j'aimerais avoir ou pas, c'est dire d'être heureux de ce qu'on a, puis pouvoir le partager, et puis avec les siens, puis avec ceux qu'on aime, quoi. C'est le top. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Merci beaucoup, David. C'était vraiment Merci un plaisir. À vous, Alex, merci. et Max. C'était super cool d'entendre ton histoire. On aurait pu, je pense, continuer pendant hyper longtemps, mais c'est vraiment un parcours passionnant que tu as. Bonne chance pour ce nouveau centre de 18 000 m². Merci, vous serez invité. On va venir le visiter avec plaisir. Et puis tout de bon, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Cet épisode de La Savane a été créé en partenariat avec Omega Studio. Grâce à eux, nous sommes dans ce studio incroyable en plein cœur de Genève. C'est bien plus qu'un simple studio. Ils offrent une expérience unique et adaptée à chaque projet. Que ce soit pour votre communication interne et externe, des showcasts, des tables rondes ou des webinars,
tout est possible. Que vous souhaitiez réaliser un événement en direct ou enregistré, créer du contenu ou renforcer votre stratégie de communication, Omega Studio a tout ce qu'il vous faut. C'est le studio le plus complet et le plus accessible de la région, avec une vraie équipe de pros qui vous accompagne à chaque étape de votre projet, avec un véritable accompagnement scénique, vocal et narratif pour faire de votre passage à la caméra une expérience réussie et inoubliable. Si vous voulez en savoir plus sur Omega Studio, on vous met le lien vers leur site internet et leur service en description. Encore merci à eux pour leur soutien.